Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième journée du Summer Programme. La semaine prochaine, pour ceux qui étaient présents, nous avons vu leadership et influence, et puis motivation et connaissance de soi. D'ailleurs, il y aura des petits rappels, notamment certainement à quelques étapes du webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 1h30. Donc jusqu'à 14h30. N'hésitez pas, même règle que la semaine dernière, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions, à partager vos expériences. C'est toujours très enrichissant d'avoir vos retours aussi d'expérience ou de vos questions qui me permettent d'aller éclairer peut-être un sujet sur lequel j'étais restée vague. Donc, c'est avec grand plaisir. Ce webinaire sera enregistré et sera mis en replay sur le site de la SOS pour que ceux qui n'ont pas pu soit être présents aujourd'hui, soit qui ont un impératif et devront nous quitter plus tôt, pourront y revenir quand ils le souhaitent. Donc, bienvenue à tous. On va démarrer parce qu'il est déjà 13h03 et qu'on a un beau programme devant nous. Alors, je vais partager du coup mon écran avec vous. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Oui, super. Alors, je vais essayer de gérer les admissions parce que je ne sais pas pourquoi il y a des personnes en salle d'attente. Bon, on va essayer de gérer ça en même temps que d'animer. Voilà. Est-ce que vous voyez tous l'écran que je partage? Oui, super. Alors, il n'y a pas de souci, Magali. Je vous en prie, il n'y a aucun souci. C'est enregistré, donc vous pourrez revenir après. Hop. Ok, donc sujet d'aujourd'hui, empathie et écoute active. Donc forcément, c'est son rapport à soi, mais surtout son rapport aux autres, à l'autre et aux autres. Et l'idée, c'est de mieux comprendre finalement ce qui se joue dans nos relations. Alors bien entendu dans nos relations professionnelles, mais ça ne s'arrête pas là. C'est dans nos relations également aussi personnelles. Comment est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en nous et puis qu'est-ce qui se joue dans la relation? Dans une relation à deux, il y a toujours trois entités. Il y a le je, le tu et le nous. Donc, que ce soit personnel ou professionnel, il y a qui je suis moi, qui tu es toi, et puis qui nous sommes quand on est en interaction ensemble. Hop. Alors, juste petit brief ça sera peut-être redondant pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, mais juste pour rappel, donc je suis Julienne Nadin, j'ai rejoint le pôle carrière des arts et métiers il y a 5 mois, aux côtés de Frédéric Beck. Ensemble, on travaille vraiment main dans la main pour pouvoir vous accompagner tout au long de votre trajectoire personnelle et professionnelle, avec différents types d'accompagnement, d'outils, de services comme des coachings individuels qui sont inclus dans votre cotisation, des ateliers, des webinaires comme celui-ci, des conférences, notamment en présentiel, soit à Paris, soit aussi en région. Un job board qu'on est en train d'améliorer, qui aujourd'hui répond pas à toutes nos attentes et pas non plus aux vôtres. Donc, on est en train vraiment de mener une réflexion sur comment vous apporter un outil qui soit plus performant. Également, une plateforme Streamio qui est une plateforme d'auto-coaching. Tous ces outils, vous pouvez les retrouver directement sur le site internet de la SOS, sur l'onglet Pôle Carrière. Donc, une plateforme d'auto-coaching qui s'appelle Streamio, sur laquelle vous pouvez entrer directement vos objectifs et puis suivre différentes étapes de travail avec des outils de connaissance de soi, de projection sur quel est mon objectif, quelles sont les étapes pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, Frédéric, je vois que tu es arrivé. Est-ce que tu as la possibilité de ton côté de modifier les paramètres parce que je dois admettre chaque personne qui arrive? Ok, je vais regarder tout de suite. Merci beaucoup. Une plateforme Edflex, donc ça c'est la grande nouveauté de la rentrée, une plateforme qui permet d'accéder à plus de 50 000 ressources, des formations, des MOOC, des podcasts, accéder à des articles, donc selon les thématiques de vos choix, toujours en lien avec votre carrière, votre employabilité. Donc ça, on fera une grosse communication à la rentrée pour vous donner le lien et toutes les informations. Toujours sur le site de la SOS, des tutoriels, des veilles marché.
On intervient et là, on travaille encore main dans la main avec l'APE et les campus pour pouvoir intervenir sur les campus et préparer du coup les étudiants à leur premier pas sur le marché du travail. Et puis les deux gros projets aussi en cours, c'est le Future of Work avec un gros événement. Donc là, je vous le donne un petit peu en première, le 24 novembre, qui aura lieu à Paris, à l'Hôtel des Arts et Métiers, mais qui sera retransmis avec des experts qui vont vous donner des informations en termes de tendance marché, tendance emploi, tendance en matière de compétences à développer et notamment sur le secteur du digital. Donc ça, c'est un gros événement avec 6 experts qui seront nos invités et pour lesquels vous pourrez aussi poser toutes vos questions. Et puis à partir de janvier 2024, des parcours de formation. On vous proposera des parcours de formation sur différentes matières. Donc voilà un petit peu sur le pôle carrière. N'hésitez surtout pas. Merci Frédéric, je vois que ça marche. J'entends du coup la sonnerie, mais pas forcément, j'ai pas besoin de les accepter. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, à revenir vers nous. Ah non, pardon, ça ne fonctionne pas. Je dois admettre. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, si vous avez des questions concernant des services du pôle carrière et la manière dont on peut vous accompagner. D'ailleurs, en parlant de questions, on a diffusé il y a quelques semaines une grande campagne avec un questionnaire qui vous prendra vraiment quelques minutes. L'intérêt pour nous, c'est mieux vous connaître, mieux connaître quels sont vos enjeux, quelle est votre situation actuelle et quels sont les services que vous attendez d'un pôle carrière, de votre pôle carrière, pour qu'on co-construise ensemble le pôle carrière de vos rêves. Donc là, c'est vraiment extrêmement utile pour nous, extrêmement important, précieux d'avoir vos retours. Aujourd'hui, on a eu plus de 600 réponses. C'est encore un faible pourcentage par rapport au nombre que vous êtes en tant qu'alumni. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas reçu encore le questionnaire, il sera dans ma signature de mail lorsque je vous enverrai les slides de la présentation. N'hésitez pas à cliquer et à prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. Pourquoi est-ce qu'on a conçu ce Summer Programme avec Frédéric? Le rapport du World Economic Forum, Future of Jobs 2023, est paru il y a quelques semaines. On a commencé à le lire et à se rendre compte qu'il y a effectivement des nouvelles soft skills qui ont été mises en avant ou qui ont été encore plus appuyées comme étant des soft skills extrêmement importantes à développer, sur lesquelles capitaliser pour pouvoir développer son employabilité dans les années à venir. Le rapport évoque donc un top 10 de soft skills à impérativement développer. Et on s'est concentré avec Frédéric sur 5 d'entre elles. Pensée créative, résilience, flexibilité, agilité, motivation et connaissance de soi, empathie, écoute active, le webinaire d'aujourd'hui, et leadership et influence sociale. Donc c'est comme ça qu'on a créé en tout cas ce Summer Programme, et vous aurez accès au replay de tous les webinaires d'ici soit la fin de cette semaine, début de semaine prochaine. Autre chiffre important, 60% des critères requis pour la qualification d'un emploi relèvent des soft skills. On le voit apparaître de plus en plus dans les offres d'emploi, que ce soit sur des mobilités internes en entreprise ou externes. L'ampleur et la dimension que prennent les soft skills dans les offres d'emploi, dans les critères de recrutement. Donc c'est vrai que plus on va s'y prendre suffisamment tôt, plus on va prendre conscience des soft skills qui sont importantes pour nous et dans notre projet professionnel, plus on va pouvoir commencer à les travailler tôt. Les soft skills sont des compétences, des aptitudes que l'on peut développer quelle que soit la situation, d'ailleurs personnelle ou professionnelle. Par contre, elles vont demander du temps de développement. On ne développe pas son leadership du jour au lendemain avec une formation de 2 ou 3 jours en leadership. Donc forcément, c'est qu'est-ce que je vais faire chaque jour qui va me permettre d'améliorer mon leadership, de le développer et pour que ça devienne quelque chose de naturel chez moi. Donc, il y a d'abord une étape de je prends conscience de quel est mon niveau. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire chaque jour, quels sont les petits pas que je vais pouvoir faire pour pouvoir le développer. Et puis, plus je vais le pratiquer, plus ça va devenir naturel pour moi. Mais au début, ça me demande un effort. Et c'est exactement pareil là pour l'empathie et l'écoute active. C'est pas forcément naturel. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne.
C'est-à-dire que l'empathie pour certains est extrêmement développée, pour d'autres elle l'est beaucoup moins. Pareil pour l'écoute active. Donc ici est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est pouvoir vous faire prendre conscience de ce qui se joue dans nos relations et pouvoir identifier aussi des petits pas concrets dans votre quotidien par rapport à là où vous en êtes, là où le curseur est placé pour vous, pour pouvoir capitaliser sur ces compétences. L'intelligence relationnelle nous permet de reconnaître et de considérer les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, de développer un sens du contact utile pour interagir avec chacune d'entre elles en respectant à la fois leurs besoins et les nôtres. Qu'est-ce que ça vous évoque? Là, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit ouvrir vos micros. Comment ça résonne chez vous? De mon côté, ce qui est antinaturel, c'est de penser systématiquement que le contact est utile. Ok. Quelles sont les fois ou quelles sont les circonstances où tu le juges utile, Dominique? Alors, je dirais uniquement, entre guillemets, professionnellement. Dans le privé, c'est beaucoup moins orienté, en quelque sorte. D'accord. Quand tu dis que c'est moins orienté, c'est-à-dire? Il n'y a aucune pensée business derrière. Oui, il n'y a pas un enjeu business. D'accord. Ok. Et en quoi ça peut être utile, du coup, le contact d'un point de vue personnel? Personnellement, je le vois comme le fait d'une progression mutuelle. C'est-à-dire que effectivement, là, c'est tourné en disant, c'est tourné intelligence relationnelle. Donc, on peut le comprendre comme nous en contact avec les autres, mais en fait, les autres sont en contact avec nous aussi, et c'est Oui. du contact gagnant-gagnant, en fait. Si on respecte les valeurs et les besoins de chacun et qu'on arrive à mettre chacun, bon, en tant que manager, ça dépend si on est manager ou pas, mais en tant que manager, si on arrive à faire en sorte que les besoins de chacun soient remplis et que chacun soit dans sa zone de performance, on optimise la performance globale. Et on dit toujours, même si j'ai toujours un peu de mal à appliquer moi-même, hein, on dit toujours, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Oui. Oui. Merci pour ce partage, Michael. Complètement. Complètement. Et on se rend compte d'ailleurs que lorsque ces besoins sont respectés, et tu parlais de performance, et lorsqu'on atteint nos objectifs, par exemple d'un point de vue personnel comme professionnel, hein, il y a un sentiment de satisfaction, donc ça vient nourrir un épanouissement qui vient booster aussi une confiance en soi, qui nous pousse à envisager de s'y remettre, de tenter à nouveau, parce que effectivement c'est aussi addictif, hein, ce sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Complètement. Quoi d'autre? Les autres, comment ça résonne en vous, cette phrase? Non, mais là, il y a une affirmation, et après, voilà, on demande l'avis des personnes. Oui, Alain. Comment est-ce que ça résonne chez toi, dans ta manière de l'appliquer? Ou quel est l'écho que tu en fais? Tout à l'heure, on parlait des enjeux professionnels. Dominique a évoqué les enjeux professionnels, mais effectivement, lorsqu'on est par exemple à la maison avec sa famille et que on demande à ses enfants de mettre la table, de débarrasser la table, on rentre en relation. Et puis la manière dont on va aborder son enfant pour lui demander de faire quelque chose va être significative dans l'état dans lequel il sera pour accueillir notre demande et puis pour accomplir ce qu'on lui a demandé aussi. Lorsqu'un ami vient nous voir pour nous parler de situations difficiles qu'il est en train de vivre,
Soit on va être effectivement à l'écouter véritablement, soit on peut être avoir une tendance à le couper très rapidement pour lui proposer nos solutions. Et c'est en ça où finalement, lorsqu'on parle d'entrer en contact et d'intelligence émotionnelle, c'est comment je choisis d'entrer en relation avec les autres, comment je choisis de répondre aux entrées en relation des autres avec moi-même aussi, et quel comportement, quelle posture je choisis d'adopter pour pouvoir avoir cette intelligence relationnelle de à la fois me respecter, respecter mes besoins, et puis respecter aussi les besoins de l'autre, en qui il est et ce qu'il attend de moi. Ça m'arrive en étant coach, lorsque quelqu'un vient me solliciter pour un conseil, de lui poser la question, tu attends, et une personne, je parle de mon entourage, tu attends une réponse d'une amie ou tu attends une réponse de coach? Parce que ce ne sera pas la même posture. Et pourtant, parfois, l'amie, elle peut puiser dans les compétences du coaching, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en partageant avec vous certaines postures que l'on apprend dans notre formation de coach, qui finalement a des avantages qui sont assez considérables dans la relation que l'on entretient avec les autres. Donc l'agenda d'aujourd'hui, ce que nous allons voir durant ce webinaire, c'est à la fois identifier ce qui est important pour soi dans une relation, partir de là. C'est comme lorsque vous avez un projet professionnel, c'est quels sont mes critères avant d'aller regarder ce qui se passe dans le marché, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Comprendre nos programmes inconscients, comprendre ce qui se joue déjà chez nous avant même qu'il se passe quelque chose dans notre relation aux autres. Donc comment est-ce qu'on fonctionne? Prendre conscience des violences relationnelles. On peut tous, à un moment donné de notre vie personnelle, professionnelle, être toxique pour quelqu'un. Et on va regarder ça ensemble. Identifier du coup en solution les approches et outils clés de l'empathie et de l'écoute active, voir ce que ça va favoriser. Et puis enfin, comprendre la relation entre estime de soi et relation saine. Parce que l'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un. Donc, on va regarder ça ensemble. OK pour vous? Oui. Alors, c'est parti. Là, je vais vous proposer de réfléchir ce qui est important pour vous. Quels sont les critères et d'en identifier au moins, allez, je dirais 5, qui sont vraiment, quels sont les 5 les plus importants pour vous? Est-ce que c'est le fait d'être compris dans vos relations avec les autres? Est-ce que c'est le fait de donner de la reconnaissance? Est-ce que c'est le fait de se soumettre à bon escient et savoir accepter l'autorité? Est-ce que c'est le fait de gérer ses émotions? Est-ce que c'est le fait d'avoir une capacité à influencer? Est-ce que c'est le fait de plaisanter et d'être léger? Ou accepter l'incertitude dans la relation? Est-ce que c'est le fait de créer de la chaleur humaine qui est importante pour vous? Est-ce que c'est le fait d'affirmer son point de vue et de savoir se mettre en avant? Est-ce que c'est le fait de respecter des limites claires? Est-ce que c'est le fait d'exprimer ses émotions? D'accepter les idées des autres? D'obtenir une validation, quelque chose? D'obtenir quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que c'est le fait d'avoir confiance? Ou est-ce que c'est le fait d'écouter? Et puis j'ai mis 3 petits points, parce que si d'autres éléments vous viennent, d'identifier au moins 5 éléments qui sont importants pour vous. Je ne vous demande pas d'identifier des éléments pour lesquels c'est le cas aujourd'hui, mais vraiment ce qui est important pour vous, indépendamment que ce soit aujourd'hui honoré ou pas. Et de manière, alors, vous pouvez dissocier si vous le souhaitez, professionnel et personnel. Donc, je vous laisse 3 minutes, là vraiment, pour identifier qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation. Et si vous souhaitez, vous pouvez partager du coup dans le chat.
Alors, être compris, influencer. Alors, influer. Influer ou influencer, Miguel? Partager mon point de vue et celui des autres, sans limite de jugement. Oui, sans limite de jugement. Pouvoir plaisanter, être léger quand le contexte le permet. Respect mutuel des expériences et compétences de chacun. Super. Être comprise, influencer, obtenir, avoir confiance, oui. Créer de la chaleur humaine. Merci Amélie pour le partage. Avoir confiance, la convivialité, oui, et l'écoute mutuelle, les échanges d'idées, se rendre service. Merci pour ces ajouts, Jean-Philippe. Être comprise, gérer ses émotions, respecter des limites claires. Oui, merci beaucoup, Laure. Accepter les idées des autres avec confiance et avoir confiance. Créer de la chaleur humaine, donner de la reconnaissance, échanger des idées, donner du soin. Merci Clotilde pour cet ajout. Support mutuel, oui. La tolérance, accepter de ne pas être d'accord, oui, complètement. Être comprise, influencer, gérer ses émotions, créer de la chaleur humaine et écouter. Merci. Être compris, créer de la chaleur humaine, avoir confiance, écouter et influencer. Merci beaucoup pour ces partages. Vous voyez, on a tous des... Alors, certaines se recroisent, mais on a tous des degrés, des critères qui sont différents en termes d'importance. J'ai eu le dernier là aussi, travailler en confiance, dans un contexte où les collègues s'entraident, oui. Savoir entendre les différents points de vue et échanger malgré les différences de points de vue. Oh oui, Amandine, critère important. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez envoyer le replay à vos collègues ou les slides ou leur expliquer ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a tous des critères, ou en tout cas une hiérarchie de critères qui peut être différente de par qui on est, de par notre vécu, de par nos différentes expériences aussi, de par peut-être aussi nos contextes actuels, que ce soit personnels ou professionnels. Et donc forcément, cette hiérarchie, elle peut être différente, elle peut être amenée à évoluer aussi dans votre vie. Et la question que j'ai envie de vous poser derrière tout ça, c'est quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière ces critères d'importance? C'est en gros, c'est en quoi c'est important pour vous? Quelle est la valeur fondamentale ou les valeurs qui se cachent derrière chaque critère, ces 5 critères qui sont importants pour vous? Par exemple, effectivement, on peut avoir sur être comprise, être compris ou être comprise, le fait d'être soit il peut avoir une valeur reconnaissance, il peut avoir une valeur écoute, il peut avoir une valeur acceptation, il peut avoir une valeur tolérance. Donc voilà, identifier quelles sont les valeurs. Pourquoi je vous pose la question des valeurs? Parce que les valeurs sont sont un peu comme des panneaux directeurs dans notre esprit qui nous aident à prendre des décisions. Lorsqu'on est en phase avec nos valeurs, on se sent aligné, on se sent cohérent, on est apaisé, on est plutôt dans un calme et dans une sérénité. Au contraire, lorsqu'on est complètement désaligné avec nos valeurs, par certains choix que l'on fait, ça peut être de l'inconfortable à du très douloureux. Lorsqu'on travaille, par exemple, dans une entreprise qui n'est pas bienveillante ou dans laquelle on a un management, un cadre qui n'est pas très bienveillant, voire toxique, si on a une valeur bienveillance, une valeur parfois même respect, solidarité, qui est très importante, on peut être dans une situation de gros inconfort. Le poste peut nous correspondre à 100%, mais par contre, l'environnement dans lequel on évolue est en contradiction avec nos valeurs.
Alors, je lis les derniers messages. Respect, équité. Oui, exact. Les messages, oui, par rapport aux valeurs. Respect, équité, oui. Respect de l'autre et de ses idées et respect de ses propres besoins. Oui. Quoi d'autre comme valeur que vous identifiez derrière vos 5 critères importants? Et ça, c'est intéressant parce que quand vous identifiez vos valeurs, vous pouvez aussi faire des choix en termes avec qui j'ai envie de travailler, lorsque cela est possible, bien sûr. Mais en tout cas, de prendre une décision parfois lorsqu'on est dans un processus de recrutement et puis que la relation avec le potentiel futur manager nous démontre qu'on a des oppositions en matière de valeurs, il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas très bien lorsque vous travaillerez ensemble environ 8 heures par jour. Bienveillance, être reconnu dans sa singularité, oui. Honnêteté, transparence, influence, respect, solidarité, partage de connaissances, super. Communication et ouverture d'esprit. Respect mutuel, tolérance, solidarité, honnêteté. Liberté de pouvoir exprimer ses idées et liberté de l'autre, de les accepter ou non. Ouais. Mais en tout cas, de les entendre, oui, de les écouter. Super. Justice et équité, oui. Donc là, encore une fois, on voit bien que, en tout cas, dans la hiérarchie des valeurs par rapport à la hiérarchie des critères qui sont importants, on a des valeurs qui sont différentes. Et encore une fois, ce qui construit nos valeurs et ce qui va venir développer ou appuyer certaines valeurs plus que d'autres, c'est tout ce qu'on aura vécu. Authenticité, oui. Donc pourquoi je vous ai posé ces questions et je vous ai fait réfléchir sur ces questions? On a tous en nous ce qu'on appelle des programmes inconscients et les valeurs en font partie. Tant qu'on ne pose pas des mots sur nos valeurs par rapport à ce qui est important pour nous, parce que c'est ça, les valeurs, c'est ce qui est très important pour nous, on ne se rend pas compte finalement de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Or, nous sommes le résultat de notre éducation, de nos différentes expériences, de nos petits ou grands traumas, de nos ressentis, de nos échanges passés avec d'autres personnes. Et ainsi, à partir de là, on a développé une perception des situations qui sera différente les uns des autres. Vous pouvez être dans une même réunion avec vos collègues et chacun aura une perception différente de cette réunion par rapport à son ressenti, par rapport au filtre qu'il a, son jugement de ce qui s'est dit, de ce qui ne s'est pas dit, de la dynamique de la réunion, des possibles débats ou peut-être conflits qui ont lieu de la réunion, de la place qu'il a eu à pouvoir s'exprimer ou pas, ou du fait qu'on l'ait poussé à s'exprimer alors que lui n'en avait pas envie. Et chacun va percevoir la situation avec un regard qui est extrêmement subjectif. Là, vous êtes sur ce webinaire 23. Il y aura 23 points de vue différents de ce qui a été retenu comme étant important pour soi, ou de ce qui va vous toucher, ou ce qui va peut-être vous alerter, ou ce qui va vous donner envie d'agir ou de prendre une nouvelle décision. Et sauf que ce qui se passe chez vous se passe aussi chez l'autre, et de manière très différente. Donc, ce qui se joue en vous par rapport à toutes vos expériences de vie jusqu'à présent, ça se joue aussi chez l'autre par rapport à ses propres expériences de vie. Et l'erreur que nous faisons, c'est de partir du principe que notre vision des choses, nos ressentis, notre interprétation des situations, c'est la valeur référence. Or, c'est en aucun cas la valeur référence, c'est juste la vôtre. C'est juste votre point de vue, votre expérience, votre manière d'interpréter la situation. Et c'est pour ça que je vous dis, dans une relation à deux, il y a 3 entités. Il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on confronte finalement nos programmes inconscients? C'est là où ça demande ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle, relationnelle et émotionnelle d'ailleurs. Lors du webinaire sur la motivation et connaissance de soi, je vous ai parlé du DISC. Le DISC, c'est une méthodologie, c'est un outil qui permet d'identifier des dominances de fonctionnement, de personnalité, en fonction de 4 profils différents.
Il y a les profils plutôt rouges, qui sont ce qu'on appelle, en tout cas ce que le fondateur du disque a appelé les profils plutôt dominants, qui sont plutôt fonceurs, déterminés, énergiques, ambitieux, soucieux de l'objectif, efficaces, indépendants, concrets, donc orientés bénéfices, affairés, directs, volontaires, aventureux. Donc ça, c'est vraiment les profils rouges, ou en tout cas qui ont une dominance rouge. Les profils qui ont une dominance jaune et donc dit influents sont plutôt sûrs d'eux, sociables, optimistes, inspirants, généreux, festifs, créatifs, chaleureux, démonstratifs, communicants, fédérateurs, sensibles, originaux, énergiques. Donc ça, ce sont plutôt les profils avec une dominance jaune. Les profils avec une dominance verte, ce qu'on appelle les stables, sont des profils encourageants, empathiques, loyaux, coopératifs, attentionnés, patients, modestes, fiables, pragmatiques, serviables, calmes. Donc, eux, d'ailleurs, ont un curseur empathique. En général, les profils avec dominance verte ont un curseur empathique qui est beaucoup plus élevé. Les profils bleus, pour finir, sont ce qu'on appelle les consciencieux. Ils sont plutôt formels, instruits, précis, organisés. Ils peuvent paraître froids, patients, spécialisés, exacts, réservés. Ils vont rechercher l'excellence. Ils sont consciencieux. Ils vont toujours réfléchir avant d'agir. Et réfléchir et vérifier et valider avant d'agir d'ailleurs. Là où on se rend compte de ces profils, alors on a les 4 couleurs en nous, bien entendu, mais avec certaines couleurs qui prennent le pas sur les autres. Et ce qui se passe, c'est que on a tendance à s'associer avec les personnes qui ont la même dominance que nous, parce qu'on se comprend, on parle la même langue. Par contre, ceux qui ont une dominance qui est complètement opposée à la nôtre, on ne les comprend pas. Et on va naturellement se dire, c'est eux qui ont un problème. C'est eux qui ne savent pas communiquer. C'est eux qui ne parlent pas notre langue. On ne s'entend pas bien avec eux. Et donc, plutôt que de faire l'effort de se dire, OK, moi, je fonctionne comme ça, et regarde, mon interlocuteur, il fonctionne différemment. Et d'aller avoir cette curiosité à comprendre comment il fonctionne, et finalement, ça génère des conflits. Ça génère des conflits parce qu'on n'apprend pas le langage de l'autre, on n'accepte pas forcément l'autre tel qu'il est, on ne s'adapte pas à l'autre, on n'a pas cette curiosité d'aller chercher, comprendre quels sont ses filtres à lui et son fonctionnement. Et donc, du coup, on part du principe, du postulat que notre fonctionnement, c'est la référence et que soit on pense comme nous et on fonctionne comme nous et tout va bien, soit effectivement, le problème, c'est les autres. Ça, c'est une tendance naturelle et humaine. Mais l'idée ici, et avec ce webinaire, c'est que vous puissiez prendre conscience que si vous avez des particularités, les autres aussi. Et plus on apprend de soi et on apprend à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, plus on s'ouvre naturellement vers les autres et de se dire « Ah mais attends, quand moi je pense comme ça ou quand moi je vois cette situation de telle manière, comment est-ce que toi tu la vois? Est-ce que tu la vois comme moi? Est-ce que tu as une autre façon de la voir ?» Et puis si tu la vois différemment, finalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui fait que tu la vois différemment de moi? Donc, on ouvre son esprit à se dire, finalement, ma référence et la valeur absolue, là où on a raison, ce n'est pas forcément comment on fonctionne nous. Ceux qui étaient peut-être là lors du webinaire de la semaine dernière sur le disque, vous voulez partager votre expérience, ou ceux qui connaissent déjà d'ailleurs le disque, comment est-ce que ça vous sert dans votre quotidien? Pour ceux qui ne connaissent pas le disque ou qui ont juste entendu parler, j'en profite pour vous parler de l'événement de la rentrée qui aura lieu le 11 septembre au soir au sein de l'Hôtel des Arts et Métiers avec Pascal Aumont, qui est un expert en communication, qui est un ancien ingénieur de chez GE et Google et qui a fait une reconversion professionnelle et qui maintenant intervient et est conférencier professionnel sur des sujets de communication sur le disque et surtout les sujets de passage à l'action. Donc, je vous enverrai avec les slides le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Ce sera à Paris en présentiel, mais retransmis en direct et il y aura également un replay pour que vous puissiez y accéder. Alors, le disque, est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Oui, Amélie? Est-ce que tu sais déjà quelle est ta couleur ou tes couleurs dominantes?
dominant jaune et un peu de bleu et de vert à égalité. Super. Alors, je vois la question d'Alain. Y a-t-il un lien avec Insight? Alors, je ne connais pas Insight. Donc, je ne saurais pas du tout te dire, Alain, mais avec grand plaisir, si tu m'envoies des informations concernant Insight pour que je puisse regarder et vous faire un retour. Mais je ne connais pas. Je vais me le noter. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, en fait, l'Insight, il y a aussi la même typologie de couleurs où effectivement on va retrouver toujours une couleur dominante et des couleurs un peu moins dominantes. Mais voilà, c'était juste si ça répondait aux mêmes critères. Mais je vous enverrai des éléments si vous souhaitez. Ou sur Internet, on trouve facilement ce sujet. Ok, eh ben je regarderai. Je regarderai. Merci beaucoup pour cette information. Avec plaisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, on a des couleurs qui sont un peu opposées. Par exemple, le rouge et le jaune sont des profils qui sont plutôt dans l'extraversion. Le rouge étant à la fois extraverti et orienté tâche, le jaune étant extraverti et orienté relation. Le vert et le bleu sont des profils qui sont plutôt introvertis, le bleu étant orienté tâche et le vert étant orienté relation. Donc, lorsqu'on met par exemple à travailler ensemble un rouge et un vert, ça peut s'entrechoquer. Parce que le rouge, il va vraiment, il peut un petit peu, ça peut être un peu, je dirais, la vision. Alors, ça dépend encore du niveau de dominance, hein, mais le bulldozer qui va foncer, qui va prendre des décisions très rapides, qui pour lui stagner, c'est mourir. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'avancer et qui peut avancer très rapidement, donc dans le changement, qui va regarder l'efficacité, qui va regarder l'obtention des résultats, les objectifs atteints. Donc, il peut brusquer. Le vert qui, lui, a besoin de voir les choses de manière étape par étape, qui a besoin d'une certaine stabilité, pour qui un rouge qui peut arriver un petit peu à avoir l'impression de booster, le vert, il peut le prendre comme étant un petit peu trop secoué, finalement. Donc, du coup, l'entente entre le rouge et le vert demande peut-être un peu plus de dialogue et d'échange, de compréhension, de tolérance. Et c'est un peu pareil avec le jaune et le bleu. Le jaune qui est très expressif, très expansif, qui peut parler de manière très dynamique et puis qui peut utiliser un ton même un peu élevé, un ton de voix un peu plus élevé, alors que le bleu, il va parler plus lentement, le bleu va vraiment réfléchir, le bleu va être posé, il va y aller étape par étape. Et donc, du coup, à travailler ensemble un jaune et un bleu, là aussi, s'il n'y a pas un minimum d'acceptation, de tolérance, de compréhension et de volonté de comprendre le fonctionnement de l'autre, on peut avoir l'impression de ne pas du tout parler la même langue. Alors, je lis ce qu'il y a. Comme dit la semaine dernière, j'ai quitté un poste en octobre. Hop. Et alors moi j'ai un petit qui est devant mon chef, chef jaune et moi bleu. Désormais, chef rouge, orienté tâche, tout va bien. Effectivement, je comprends. Et du coup, c'est pas mal quand on a au moins 2 couleurs parce qu'on peut couvrir finalement des liens avec les autres couleurs et c'est plus facile de communiquer ensemble. Merci pour ce partage, Frédéric. Alors, merci Ginette et bienvenue. Dans le profil 10, il y a le profil naturel et le profil adapté en fonction de la situation vécue. Exactement. En fonction de notre environnement, en fonction des différentes expériences de la vie, on a un profil qui est un profil naturel et puis finalement on a un profil qui parfois est un profil adapté pour pouvoir s'adapter à la situation ou aux situations que nous avons vécues. Par exemple, j'ai un profil naturel jaune, mais les circonstances de la vie, et que ce soit personnel et professionnel, m'ont fait développer un profil adapté rouge. Aujourd'hui, mon jaune permet de garder ce lien et d'être orienté personne, et mon rouge me permet d'être orienté objectif, tâche, action. Et effectivement, l'un comme l'autre sont plutôt extravertis. Donc, j'ai en tout cas, grâce à mon rouge, je peux facilement comprendre le bleu et grâce à mon jaune, je peux aussi comprendre le vert. Donc voilà, ça vous permet, et pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire de la semaine dernière, je vous invite à le voir. Comme ça, vous comprendrez, je rentre davantage dans le détail des différents profils. On parlait de différences. Et effectivement, il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années et qui est vraiment, pour moi, qui a beaucoup de sens. La carte n'est pas le territoire.
Votre point de vue n'est que la vue à partir de votre point, de là où vous vous trouvez. Et combien de fois on entre en débat avec d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue que soi, hein, parce que c'est plus simple quand les autres ont le même point de vue que soi, et on va argumenter. Et plutôt que de chercher à comprendre quel est le point de vue de l'autre et d'avoir cette curiosité, cette approche de se mettre à la place de l'autre et peut-être à partir de son point à elle, ben on va débattre. Et ça devient des échanges où chacun veut avoir raison et chacun veut convaincre l'autre qu'il a raison. Sauf que parfois, il n'y a pas forcément l'un ayant raison et l'autre ayant tort. Parfois, c'est juste on a des points de vue différents et c'est OK. Et puis parfois, on peut avoir des points de vue différents, mais un des deux doit prendre une décision et il y a une décision qui va devoir être appliquée aussi. Mais on prendra le soin, et c'est ce qu'on va voir là tout au long de ce webinaire, de prendre le temps aussi de comprendre l'autre et de comprendre son argumentaire. Et peut-être qu'on aura aussi à y apprendre. Je crois que c'est Emerson qui disait amenez-moi des personnes qui ont des points de vue différents du mien afin que je puisse m'enrichir. Sinon, bah, finalement, je ne progresse pas. Et pourtant, c'est plus simple hein, de se dire, moi, je trouve des amis qui ont les mêmes points de vue. Moi, au moins, j'utilise mon biais de confirmation, j'ai raison. Et bien, finalement, on grandit grâce aux opinions divergentes des nôtres. Toujours pour revenir sur nos programmes inconscients, on a aussi des dialogues inconscients. Combien de fois lorsqu'il se joue quelque chose entre vous et vos collègues, entre vous et votre manager, entre vous et vos équipes, entre vous et un client ou un fournisseur, entre vous et votre conjoint, conjointe, entre vous et vos enfants, entre vous et des amis, entre le fait, l'événement qui se produit et ce que vous vous racontez dans votre tête, mais il y a souvent un très grand écart. Le fait, c'est l'objectif, c'est factuel, c'est ce qui est objectif. Ce que vous vous racontez, c'est lié au filtre que vous avez utilisé pour interpréter la situation, qui va venir être coloré de vos croyances, de votre vécu, de vos possibles expériences passées qui ont été similaires et pour lesquelles, du coup, votre cerveau a la facilité à faire un raccourci. Et pour le coup, ça, ce sont des processus qui ne sont pas, la plupart du temps, conscients. Et pourtant, cette petite voix, cette espèce de script qui est à l'intérieur de votre tête va vous dicter ce qui est en train de se passer. Ah bah tu vois, ce matin, mon manager, il m'a pas dit bonjour. Voilà, je savais. Il m'a pas dit bonjour parce qu'hier, lorsque j'ai fait ma présentation, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon, j'aurais dû mieux faire, j'ai pas collé à ce qui était demandé. J'ai bien vu sa tête, hein, et puis ce matin, résultat, il ne me dit pas bonjour. Interprétation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation? Lorsqu'on commence à interpréter comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller vérifier que ce qui est en train de se jouer dans notre tête, c'est la réalité, ou en tout cas, ça se rapproche de la réalité? Je vous pose la question. On peut aller provoquer la discussion, questionner. Complètement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Dans la mesure du possible, c'est effectivement aller questionner. Parfois, un dialogue interne peut complètement déconstruire quelque chose que l'on avait préparé. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un entretien de recrutement, vous êtes le candidat, et puis face à vous, vous avez un recruteur qui fronce les sourcils, qui ne vous regarde pas, qui regarde très souvent son téléphone. Soit votre dialogue inconscient à ce moment-là, c'est de vous dire, en fait, je colle pas du tout au poste, je ne corresponds pas, il a qu'une envie, c'est d'écourter l'entretien. Je pense que d'ailleurs, je vais écourter moi mon discours. Et puis donc rentrer, à partir du moment où vous donnez ce dialogue interne, vous rentrez en situation de stress, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez une interprétation d'une situation, votre émotionnel, lui, il réagit instantanément. Donc, vous allez être en stress, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la gorge nouée, ça peut être les mains moites, augmentation du rythme cardiaque, juste parce que vous avez interprété de cette façon. Même situation, autre candidat. Même situation, le recruteur regarde plusieurs fois son téléphone, il ne vous regarde pas dans les yeux, il semble préoccupé sur autre chose. Et là, vous vous dites,
Ok, peut-être qu'il a quelque chose il a un autre souci, il n'est pas 100% avec moi, il a peut-être autre chose, un autre souci, personnel ou professionnel. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me démonter. Je vais essayer de me reconnecter avec lui, de refaire le lien avec lui pour pouvoir me connecter et pouvoir tenir le pitch que j'avais préparé, tout ce que j'avais préparé en termes de réalisation, de discours pour mon entretien, et je ne vais pas me démonter avec ça. Résultat, votre émotionnel qui va réagir à votre interprétation, il va rester focus, vous allez rester concentré. Peut-être que ça va générer quand même malgré tout un petit peu de stress parce que vous n'êtes pas dans une situation qui n'est pas je dirais, calme, mais vous allez rester focus. Et donc, le résultat sera différent que vous ayez fait la première interprétation ou la deuxième. Donc, plus on a conscience, et c'est pas évident hein, parce qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour, mais plus on a conscience de ce qui se joue à l'intérieur, de la lecture que l'on fait des situations et notamment de nos relations, plus on est capable aussi de court-circuiter tout ça et de se dire, mais est-ce que là, je suis en train de me faire des films, je suis en train d'être un vrai Spielberg de la relation, ou est-ce que je suis en train justement d'être plus proche de la réalité? Et si j'ai un doute, est-ce que je pourrais pas poser la question? Par exemple, dans cette situation d'entretien, vous pouvez aussi, en tant que candidat, en disant excusez-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est OK? Je vous perçois préoccupé. Est-ce que vous souhaitez que l'on continue? Est-ce que vous souhaitez que l'on reporte? C'est quelque chose qui peut s'aborder aussi en entretien. Donc, n'ayez pas peur de poser la question plutôt que de vous faire vos propres films qui vont déclencher automatiquement des réactions émotionnelles, des réactions physiologiques et une réaction, un comportement qui peut-être ne sera pas adapté. Donc, cette prise de conscience. Et on peut, le conseil que je peux vous suggérer de faire, c'est à la fin de votre journée, prenez peut-être 2-3 semaines en vous disant tous les soirs, je vais me prendre 5 minutes juste pour me remémorer des événements un peu importants de ma journée et me dire quelles ont été mes pensées à ce moment-là. Est-ce que mes pensées étaient plutôt constructives ou est-ce qu'elles étaient plutôt pessimistes, négatives? Quelles ont été les émotions que j'ai ressenties? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour pouvoir m'assurer que mon interprétation est proche de la réalité? Et plus vous allez faire ça a posteriori, donc à la fin de votre journée, plus vous allez développer un nouvel automatisme qui va vous permettre, au moment où ça se produit, d'avoir un petit voyant, un alerte, de dire attention, là tu es en train de vraiment interpréter. Pose la question. Si tu as un doute, pose la question. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais. Ouais. Ok. Je poursuis. Puisqu'on, je vous le disais en introduction, on peut être une personne toxique pour d'autres personnes, il est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se joue lorsque on entre en violence relationnelle. La violence relationnelle, à l'opposé de la violence physique, ça ne touche pas effectivement à l'intégrité du corps de la personne. Par contre, ça peut toucher à l'intégrité psychologique de la personne. L'échelle de la violence relationnelle, elle peut être du fait de juste un petit rien ou froisser une personne à quelque chose qui va être marquant peut-être à vie pour cette personne. Et donc, toutes ces expressions sur lesquelles on peut aller, ces terrains sur lesquels on peut aller de tu ne sais pas t'y prendre, c'est à cause de toi, prends exemple sur ton collègue, tu es incompétent, c'est de ta faute, pourquoi est-ce qu'on t'a embauché, j'aurais pas dû te faire confiance, mais qu'est-ce que t'es bête. Vous savez, ces petites phrases qui peuvent sortir comme ça. Et puis qu'on peut dire d'ailleurs avec ses collègues, mais qu'on peut dire aussi en famille ou avec ses amis. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'autre. Alors, soit votre interlocuteur ne sera pas forcément sensible et entendra effectivement, oui, à ses enfants, qu'on peut dire aussi à ses enfants, soit ça aura une faible incidence parce que la personne, elle, a suffisamment confiance en elle, a suffisamment d'estime de soi et elle sait que c'est sur un moment de colère, de fâcherie et c'est OK. Soit la personne vous donne énormément de crédit et là, effectivement, je reprends l'exemple de ses enfants ou de ses collaborateurs ou d'un candidat que l'on accompagne. Et soit effectivement, cette petite graine que vous allez planter dans son esprit pourra continuer de germer. Avec, s'il entend ça d'une autre personne, puis d'une autre, vous allez participer à ça. Donc, c'est important de vraiment se rendre compte qu'on peut tous être effectivement violents
dans notre relation aux autres et que avant d'arriver à développer cette empathie et cette écoute active, il faut déjà juste se dire à quels sont les moments où je peux avoir moi un comportement qui peut être toxique pour d'autres, qui peut avoir un impact négatif pour d'autres, qui au lieu d'être dans la construction, va être dans le je te pointe du doigt et je te montre tout ce qui ne va pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, depuis l'école, de montrer, par exemple, sur des dictées toutes les fautes, tout ce qui ne va pas bien, de montrer sur les épreuves, quelles que soient les épreuves, les matières à l'école, de montrer tout ce qui ne va pas, plutôt que de valoriser ce qui va. Donc ça, c'est quelque chose qui en plus est très occidental, mais occidental, je dirais européen. Les Américains ont une autre façon de faire, les anglo-saxons, à justement être dans la valorisation du comportement, des aptitudes, et mettre davantage le doigt d'ailleurs sur toutes les soft skills tout au long de la scolarité. Donc ça, c'est vraiment une alerte que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce webinaire. Maintenant qu'on a vu tout ça, et qu'on a bien conscience que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, on peut mieux effectivement prendre conscience de comment est-ce qu'on peut faire justement pour développer cette empathie, développer notre écoute active et améliorer notre relation et donc notre mieux-être. Parce qu'il y a un lien qui est très fort entre l'estime de soi, et on en parlera à la fin de ce webinaire, et notre relationnel. L'empathie et l'écoute active, elles permettent vraiment d'améliorer nos relations en menant vers un mieux-être qui facilite l'épanouissement de chacun des interlocuteurs. C'est à la fois mieux vivre ensemble et mieux travailler ensemble. Et pour ça, je vous propose 3 outils, 3 attitudes et 3 outils qui sont clés que vous allez pouvoir mettre en œuvre directement dans vos contextes de vie, que ce soit personnel ou professionnel. La première attitude clé, c'est la disponibilité. C'est quoi la disponibilité? Être véritablement disponible. Vous imaginez, vous venez me voir, je suis votre manager, vous venez me voir pour me poser une question et puis moi, je continue sur mon ordinateur à faire ce que je fais et à vous dire oui, vas-y, continue à parler, je t'écoute, je t'écoute. Est-ce que je donne l'impression d'être disponible? Non. De la même manière, un ami vient vous voir et puis il vous demande des conseils et puis vous êtes sur votre téléphone. Vas-y, explique-moi. Oui, je t'écoute, vas-y. Ah non, tu ne devrais pas faire ça. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que j'ai l'air disponible? Ou alors vous êtes hyper stressé par quelque chose. Il y a quelque chose qui véritablement occupe votre esprit et vous êtes vous-même submergé émotionnellement. Vous n'êtes pas non plus disponible. On ne peut pas être nous-mêmes submergés émotionnellement et être 100% disponible pour l'autre. Et il y a vraiment 3 ingrédients clés à la disponibilité. C'est être centré sur l'autre. Pour être disponible, soit vous êtes en train de terminer ce que vous êtes en train de faire sur l'ordinateur et dans ces cas-là, vous dites à l'autre, excuse-moi, j'en ai pour 5 minutes, je termine ça et après je suis disponible pour toi. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que c'est plus urgent que ça? Vous validez avec lui. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas disponible si vous êtes en train et de rédiger sur votre ordinateur et en train d'écouter votre interlocuteur. Si la personne vous dit c'est extrêmement urgent, OK, je suis à toi, je suis disponible à toi. Alors, encore une fois, à adapter selon les contextes et les situations. Autre élément, centré sur l'autre, donc ça veut dire que d'un seul coup, je mets de côté aussi mes propres pensées et ce que j'étais en train de faire et je ne suis pas en train de réfléchir à mon email pendant que la personne me parle. Deuxième ingrédient qui est clé, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire que je suis 100% dans l'instant présent et avec toi. Je ne suis pas en train de penser à mon prochain rendez-vous, je ne suis pas en train de penser à ce que la maîtresse m'a dit sur mon fils la veille, je suis 100% avec toi. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec la personne qui vient vous solliciter, demandez-lui un temps. Est-ce que là, j'ai besoin juste moi là, de faire un peu le vide dans mon esprit parce que j'ai l'esprit très occupé? Est-ce que tu peux me donner juste quelques minutes et je suis à toi? Et ça fonctionne, ça peut fonctionner avec ses enfants, avec son conjoint, ça fonctionne avec ses amis et avec le professionnel aussi, ses collègues. Encore une fois, dans la mesure du possible de ce qui est envisageable. Et puis, dernier point qui est important, dernier ingrédient, c'est l'état de calme intérieur.
Comme je vous le disais à l'instant, si vous êtes vous-même ultra stressé ou ultra préoccupé ou submergé par une grosse tristesse ou par une colère, vous ne pourrez pas être disponible à l'autre. On ne peut pas être centré sur l'autre et en même temps être submergé par ces émotions. C'est incompatible. Comme on ne peut pas ressentir une très très grande joie et une très très forte colère en même temps. On peut passer de l'un à l'autre. Les enfants le font très bien en une fraction de seconde. Nous, on met un peu plus de temps, surtout pour passer de la colère à la joie d'ailleurs. Mais là, c'est pouvoir calmer d'abord ses émotions, diminuer la charge émotionnelle pour pouvoir ensuite être centré sur l'autre. Combien de fois ça peut arriver si vous rentrez, par exemple, à la maison, vous avez une journée exécrable et puis vous commencez à expliquer peut-être à votre conjoint, votre conjointe, ou à vos enfants, vous commencez à raconter votre journée et puis en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit « Ah ouais, ok, mais par contre, moi, si tu veux, ça y est, j'ai décroché un job. » Ou ça y est, j'ai eu mon diplôme. Ah non, mais oui, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais ça y est, j'ai eu. Est-ce que véritablement vous vous sentez écouté et entendu? Non. Et pourtant, on a tous possiblement eu ce type de réaction. Alors, selon les degrés, bien sûr, selon les situations, mais on a tous manqué à un moment donné ou de notre vie de disponibilité parce qu'on n'était pas centré sur l'autre, parce qu'on n'était pas en pleine conscience et parce qu'on n'avait pas ce calme intérieur. Donc ça, ce sont vraiment 3 ingrédients qui sont extrêmement clés. Et pour pouvoir les avoir, pour pouvoir les développer, l'outil ici que je vous propose, c'est notamment de rentrer en synchronisation. Quand on rentre en synchronisation avec notre interlocuteur, on se met à son même niveau de respiration, de posture, d'énergie, de ton de voix. Vous imaginez, vous arrivez à un entretien de recrutement et puis votre interlocuteur, qui est le recruteur, lui, vous parle comme ça. Il a un ton monocorde, il est plutôt bleu d'ailleurs. Il a un ton monocorde, il n'exprime pas beaucoup ses émotions. Il parle à un même niveau de voix et puis surtout, il n'y a pas c'est pas très chantant, quoi. On est vraiment. Et puis vous arrivez avec votre profil très jaune. Alors, je vais vous expliquer, moi. Alors, donc du coup, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une entreprise d'agroalimentaire et puis ensuite, j'ai eu une promotion. On est désynchronisé. Lorsque l'on est désynchronisé, on ne connecte pas. Et c'est pour ça que les personnes qui ont des profils similaires connectent beaucoup plus vite. C'est pour ça que des personnes qui ont des valeurs similaires connectent beaucoup plus vite. Donc là, l'enjeu et le défi que je vous encourage à avoir, c'est de travailler votre synchronisation. Attention, warning, on ne rentre pas dans « et je respire pareil, et j'ai la même posture, et j'ai la même énergie, et j'ai le même ton, et j'ai la même gestuelle, et j'ai le même rythme de parole, le même regard, les mêmes silences ». On ne prend pas tout ça en même temps. On ne va pas commencer à faire du mime de l'autre personne. On se synchronise. Et on se synchronise, ça peut être effectivement, on rentre dans le même ton de voix. Si la personne face à vous, elle est affalée dans son fauteuil, elle est vraiment posture, confortable dans son fauteuil, on évite d'être, nous, au bord de la chaise, tout guindé, tout droit, comme un piqué. On synchronise. On n'est peut-être pas nous affalés, mais on peut être juste, au moins, appuyé sur le dossier de la chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que ça vous parle? La synchronisation et l'attitude de disponibilité dans vos différentes expériences. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez naturellement? Ou au contraire, est-ce que ça va vous demander un petit effort à pratiquer? Allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros. Je veux bien répondre à la question, de mon point de vue en tout cas. Moi, je pense que c'est très intéressant, mais je pense que pour moi, ça va être difficile à pratiquer, ça va mettre un peu de temps. Parce que effectivement, mettons le cas que tu as proposé, quelqu'un de très relaxé, et moi, si je me mets dans celui qui est interviewé, j'aurais tout de suite une interprétation de qu'est-ce que la posture de l'autre peut bien signifier, etc. Donc, oui. Je pense que ça va mettre un peu du temps d'intégrer tout ça, pour ma part. Merci beaucoup, Clotilde, pour ton partage. Et c'est intéressant parce qu'en plus, dans ce que tu as dit, tu as expliqué ton dialogue interne. Tu as expliqué ce qui est en train de se jouer dans ta tête, ce qui pourrait se jouer dans ta tête quand toi, tu vas décoder que lui, il est affalé ou très relax ou autre. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, tu mets en exergue ça. Si c'est très à l'opposé de votre
dans votre posture, dans votre manière de vous exprimer, de communiquer de manière non verbale, n'allez pas faire exactement comme l'autre, mais faites un pas vers l'autre. C'est vraiment comme, voilà, la personne est très affalée dans sa chaise. Si vous, c'est pas votre tempérament ou si vous êtes en train de passer un entretien encore plus, simplement, asseyez-vous bien au fond de votre chaise. Mais ne restez pas sur le bord de la chaise, vraiment tout droit et comme un piqué, comme je disais. Mais faites un pas vers l'autre. Ça vous permettra de vous connecter. Mais tout en restant effectivement dans votre posture parce que vous êtes en train de passer un entretien. Donc, si l'autre a les pieds sur le bureau, je vous encourage pas à mettre les pieds sur le bureau. Mais par contre, la synchronisation, elle peut aller même dans le code vestimentaire. Et on le fait ça naturellement. C'est-à-dire lorsqu'on va passer un entretien, même si on sait que pour le métier que l'on souhaite faire, on aura peut-être un bleu de travail ou une tenue beaucoup plus relaxe, on va venir en entretien avec une tenue appropriée pour un entretien. Et parce qu'on imagine que la personne en face de nous, elle sera aussi avec une tenue appropriée pour un entretien. Il y avait une pub à l'époque qui montrait des personnes qui allaient en entretien. Donc, il y avait toute une file. Ça ressemblait très fortement à un cabinet de conseil. Donc, ils étaient tous habillés en costume noir. Et puis, en fait, le dernier à passer s'est rendu compte que, je ne sais plus quel numéro il était à passer, s'est rendu compte que le recruteur avait les cheveux rasés. Et donc, il est parti dans les toilettes et il s'est rasé la tête pour pouvoir passer l'entretien. Et ça, alors, je ne vous demande pas de faire ça. Ne déformez pas mes propos, mais voilà, ça montre cette synchronisation. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour me connecter à l'autre dans ma communication non verbale. La communication non verbale, non verbale et paraverbale, selon certaines recherches, c'est plus de 90% de la communication. Donc, ce qui sort de votre bouche, c'est moins de 10%, ça a moins de 10% de valeur, de poids par rapport à tout ce que vous communiquez par ailleurs. Donc, plus vous allez vous synchroniser, plus vous allez entrer en connexion avec la personne qui est en face de vous. Et encore une fois, si cette personne a une attitude, un comportement qui est à l'opposé du vôtre, il y a un moment donné où peut-être que ça démontre aussi que c'est peut-être pas la personne avec laquelle vous aurez envie de travailler. Alors, je lis ce qu'il y a dans le chat. Quand on a un poste opérationnel et du management aussi, c'est compliqué à gérer. Oui, tu veux en dire plus, Amandine ? N'hésite pas si tu veux ouvrir ton micro. Je suis en open... Ah, pardon. Je comprends. Mais oui, totalement, oui. S'ajuster à l'autre et d'un point de vue opérationnel, parfois, alors je sais pas quel est ton métier, hein, mais qui peut être très technique et en même temps avoir une légitimité et une relation de management aussi avec les équipes ou alors avec ses propres supérieurs, ça demande de trouver son équilibre pour pouvoir savoir comment je m'ajuste à qui. Et on peut parfois être membre d'un comité de direction et avoir une posture, un dialogue, une manière de s'exprimer, de communiquer avec les membres du comité de direction lorsqu'on est en réunion. Et lorsqu'on est sur le terrain, avoir une capacité à le faire complètement différemment. Je l'ai vu avec des managers sur des sites de BTP. C'est pas du tout le même dialogue lorsqu'ils sont en comité de direction que lorsqu'ils sont avec les équipes sur le terrain. Ils adaptent complètement à la fois leur posture, leur vocabulaire, leur manière de s'exprimer, leur gestuelle pour pouvoir se connecter aux personnes du terrain. S'ils essayaient de se connecter aux personnes du terrain avec la même posture, le même dialogue, la même gestuelle que lorsqu'ils sont avec les membres du comité de direction, ça ne fonctionnerait pas. Dominique, d'expérience, la synchronisation est particulièrement importante lors d'entretiens téléphoniques. Oui, complètement. Et là, alors c'est un challenge bien plus important parce qu'on n'a pas le sens visuel, mais donc du coup on décuple d'autant plus l'ouïe à ce qu'on entend, à ce qu'on perçoit. Et c'est vrai que par exemple, un sourire, ça s'entend au téléphone. Ça, c'est bien connu. Alors, la relation est à deux, mais je comprends que nous devons nous mettre à un niveau équivalent à l'autre, on s'adapte à l'autre. Dans l'intelligence émotionnelle, ce qu'il faudrait, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre.
C'est ça hein, l'idée. Et plus on diffusera ce type d'approche et en tout cas cette réflexion et cette approche, plus effectivement on communiquera mieux ensemble, on collaborera mieux ensemble, on vivra mieux ensemble, on travaillera mieux ensemble. Mais l'idée, c'est si votre interlocuteur, lui, n'a pas forcément conscience de ça, c'est aussi pouvoir lui expliquer dans la mesure du possible, selon le contexte, et pouvoir lui en parler aussi. Maintenant, en général, on communique dans un objectif. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que la responsabilité de la communication, elle incombe à celui qui communique. Pourquoi? Parce que s'il communique, c'est qu'il a un objectif. Et s'il veut atteindre son objectif, il vaut mieux qu'il soit compris et entendu dans sa communication. Donc, plus vous ferez l'effort et plus vous aurez en tout cas cette intelligence émotionnelle, plus vous serez capable aussi d'influencer de la bonne manière les autres. Alors, je lis la suite. À l'inverse, une désynchronisation peut parfois servir à détendre une situation, surtout quand qu'on est face à une personne en situation de stress. Oui, c'est vrai. Complètement, Alain. Complètement. Alors, ce que je vous suggérerais, alors pas forcément de vous synchroniser sur le stress, mais par exemple, lorsqu'on est face à une personne qui est très en colère, très énervée, on peut prendre, alors c'est pas la peine de rentrer dans la colère, mais on peut aller se synchroniser avec son rythme de voix et presque sa hauteur de voix, et en tout cas d'être dans cette énergie-là, et petit à petit descendre. Si vous êtes très brutal, ça peut énerver encore plus la personne. Pareil pour le stress. Par contre, vous pouvez rentrer, en tout cas, aller vous rapprocher, pas forcément sur l'émotion, mais sur le comportement et la dynamique et l'énergie. Et puis ensuite, commencer à peut-être parler un petit peu moins fort, et puis un peu moins fort, et peut-être ralentir le débit. Et vous allez voir qu'en fait, comme vous êtes connecté en premier lieu, vous pouvez ensuite l'amener à désamorcer ce que lui, il est en train de vivre, ce qu'il est en train de ressentir comme émotion. Ça fonctionne complètement. Oui, Alain. D'ailleurs, si vous souhaitez aider une personne à désamorcer une grosse charge émotionnelle, vaut mieux d'abord se connecter avec elle, lui demander quel est son besoin. Et une fois qu'elle désamorce, vous pourrez ensuite parler de manière rationnelle avec cette personne. Si vous parlez de manière rationnelle avec quelqu'un qui est submergé par l'émotion, il ne vous entendra pas. OK? Donc ça, c'est synchronisation. Outil pour pouvoir développer votre disponibilité. Et ça, vraiment, je vous encourage à utiliser ça comme un défi que vous mettez sur cette fin de semaine, sur la semaine prochaine, avec telle personne. Vous pouvez identifier, là, je vous encourage vraiment à identifier avec qui j'ai envie de synchroniser, avec qui j'ai envie de développer cette disponibilité. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne au travail aussi. Et dans quelle situation? Autre attitude clé pour l'empathie et l'écoute active, c'est la curiosité. La curiosité véritable, c'est-à-dire je m'intéresse véritablement à l'autre, à ce qu'il est en train de vivre. Et encore une fois, c'est si la situation ne vous le permet pas, c'est de pouvoir dire à l'autre, d'avoir la possibilité de dire à l'autre, OK, là tout de suite maintenant, je dois vraiment finir un dossier, je dois répondre à ça. Est-ce que dans 10 minutes, est-ce que dans 1 heure, je pourrais vraiment être disponible pour toi? Est-ce que c'est OK pour toi? Ou est-ce que là, c'est vraiment beaucoup plus grave, beaucoup plus important et tu as besoin de moi? Et après, c'est à vous de jauger qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais si vous acceptez d'écouter l'autre, si vous acceptez de prendre en considération ce qu'il vient vous dire, sa demande, assurez-vous de pouvoir être à la fois disponible et de pouvoir avoir la possibilité de vous intéresser véritablement à l'autre. Donc, curiosité, c'est ça, c'est je m'intéresse véritablement à l'autre et je vais creuser pour comprendre ce qu'il me dit. Il arrive avec peut-être sa joie, sa colère, sa frustration, son impatience. Il va venir avec ses émotions, avec son énergie. Je vais l'aider à donner davantage d'informations, à faire émerger toutes les informations utiles pour que je puisse ensuite échanger avec lui. C'est très facile de faire des raccourcis et d'expédier une personne qui est venue vous voir parce qu'elle a un problème en lui disant écoute, OK, tu fais ça, tu vas voir un tel. Ah oui, c'est vrai que là, il n'aurait jamais dû te parler comme ça. Moi, je serais toi, je lui renverrai un mail. Renvoie-le un mail avec copie 15 personnes dans la société, tout le comité de direction, et après, tu me dis ce qu'il en est. Là, vous pouvez prendre quelques risques à donner ce type de conseils. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec curiosité. Je m'intéresse. Et pour ça, le meilleur outil, et l'outil que vous recommanderez tous les coachs, c'est le questionnement. Quand vous questionnez une personne, vous lui permettez de construire son propre raisonnement et d'identifier ses propres solutions. Vous n'arrivez pas avec une solution toute faite. Vous n'arrivez pas avec un jugement tout fait.
Vous mettez vraiment de côté votre jugement, vos préjugés et vous lui permettez juste de s'écouter. Lorsque l'on parle, on s'entend. Lorsque l'on écrit, on se lit. C'est thérapeutique en soi. Donc, lorsque une personne vient vous voir avec un problème, avec une décision à prendre, avec quelque chose qui pour cette personne est complètement prioritaire et qui la met dans tous ses états, demandez-lui de se poser et posez-lui des questions. OK, comment as-tu vécu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu en as déduit, toi? Comment est-ce que tu vois les choses? Qu'est-ce que tu ressens? Plus vous faites ça, plus la personne elle va désamorcer ce qui est en train de se passer. Elle va être en train d'expliquer. Elle va être en train d'observer et de donner des informations sur ce qu'elle a observé, en se mettant peut-être à une distance de ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu aurais souhaité que cela se passe? Là, vous la faites basculer sur une vision positive. OK, de manière constructive. Comment est-ce que tu aurais voulu que ça se passe? Et toi, là, tout de suite, maintenant, de quoi as-tu besoin? La personne peut vous dire, bon, bah là j'ai besoin de sortir, de prendre l'air. OK. Est-ce que là, tu as la possibilité d'aller prendre l'air? Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Ou est-ce que tu as besoin de te retrouver seule? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir bien? Quelles sont les solutions que tu proposes? Là, vous lui faites sortir son regard du problème, de ce qui ne va pas, de ce qui ne lui convient pas, pour aller regarder sur ce qui pourrait aller. Ce serait quoi les solutions? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place? Et là, la dernière question, c'est comment vas-tu t'y prendre? Et là, vous lui permettez à elle de pouvoir aller chercher ses propres solutions qui lui conviennent. Parfois, lorsqu'on donne des conseils, ce sont des conseils que l'on se serait donné à soi-même dans cette situation. Sauf que là, ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation. Lorsqu'on vient vous solliciter, c'est une autre personne, c'est votre interlocuteur. Et quand vous utilisez le questionnement et notamment les questions ouvertes, vous voyez bien que toutes ces questions, elles amènent à des questions qui peuvent être multiples, à un raisonnement qui peut être propre à chacun. Lorsque vous posez une question qui est orientée, ne penses-tu pas que tu aurais pu faire comme ça? Là, on est dans une question orientée et fermée. Donc là, vous y mettez bien votre orientation et votre interprétation et votre jugement. Vous l'emmenez dans une voie. Là, l'idéal, c'est de permettre à l'autre de faire son raisonnement. Bien entendu que parfois, et selon votre position, que ce soit en tant que parent, en tant que manager ou en tant qu'ami, mais il y a des moments où peut-être qu'effectivement, vous allez orienter l'autre. Et c'est OK. Mais si la situation le permet, permettez à votre interlocuteur de construire son propre raisonnement et d'identifier ses solutions. Vous verrez à quel point ce sera bénéfique et à quel point vous lui ferez un cadeau. La plupart du temps, lorsqu'on va voir une personne parce qu'on a un problème, parce que quelque chose nous tracasse, parce qu'on est submergé par une émotion, la tendance de la personne, c'est vous donner des solutions. C'est vous aider. Alors l'intention est bonne, c'est vous aider. Sauf que quand elle fait ça, elle ne vous permet pas d'avoir tout votre temps de parole. Et lorsque vous laissez quelqu'un s'exprimer, vous lui faites un cadeau, parce que ce n'est pas ce dont on a l'habitude au quotidien. Et en plus, vous lui permettez de trouver ses solutions. Et donc, vous reconnaissez en elle le fait qu'elle a les solutions en elle. Et donc, la prochaine fois, elle aura peut-être aussi ce cheminement de se poser aussi les questions et de trouver par elle-même les solutions et de développer cette fierté de trouver ses propres solutions. Donc, le questionnement, c'est vraiment un cadeau. Et ça vous permet, dans l'attitude de curiosité, de permettre à l'autre de se sentir considéré, de se sentir être responsable de lui-même et des solutions qu'il peut identifier pour lui. Et c'est une valorisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, vous, assez facilement ou c'est plutôt un défi pour vous? Pour moi, personnellement, c'est plus un défi. Je l'ai identifié il y a peu de temps, mais ouais, c'est vraiment un défi, surtout avec les enfants. D'autant plus avec les enfants. Parce que quand on est, en plus, c'est assez dur, même quand on se rend compte qu'il faut partir vers des questions ouvertes. En fait, on essaye de le faire, mais en fait, c'est tellement du coq à l'âne que d'autant plus face à un enfant, il est perdu. Je sais pas. Non, c'est assez compliqué en fait à appliquer en étant dans le dosage. Complètement. Merci Mickaël. Effectivement, faut trouver le bon dosage par rapport à votre interlocuteur, à la situation. Moi, je sais que quand j'ai été formée il y a 6 ans au coaching, j'ai commencé à le pratiquer avec mon fils. Et donc là, plus je commençais à lui poser des questions, donc il venait me voir pour avoir lui un conseil pour le coup, et moi je commençais à le questionner. Et puis je le voyais se tenir la tête et me dire, ça y est, c'est parti la coach qui commence.
Et je le fais aussi avec mes amis. Et parfois, j'ai une amie à moi qui est coach également et elle me dit c'est horrible. Elle me dit c'est horrible de demander des conseils à une amie coach parce que d'un seul coup, elle vous renvoie à votre responsabilité alors que j'aimerais parfois qu'on me dise presque quoi faire et c'est plus facile parfois. Mais donc, c'est bien jauger avec qui, dans quelle situation, bien entendu. Parfois, il y a besoin de poser un cadre et on a besoin d'être directif, que ce soit en tant que parent ou en tant que manager. Et puis, il y a parfois, c'est la situation est une superbe opportunité pour permettre à l'autre d'aller trouver ses solutions. Merci, Michael. Les autres, comment est-ce que vous envisagez ce petit défi que je vous invite aussi à mettre en place? Tout dépend du contexte, en fait. Oui. Et moi, de manière naturelle, je préfère amener les autres à trouver la solution. Oui. Alors, des fois, c'est pas productif parce que on prend des détours et des circonvolutions pour arriver au résultat. Mais c'est vachement plus enrichissant, enfin, pour moi, hein, personnellement, enfin, par rapport à ce que je suis, je trouve vachement plus enrichissant à passer du temps et à amener l'autre à trouver la solution plutôt que de lui l'amener sur un plateau. Et je trouve que c'est vachement plus gratifiant aussi personnellement quand on trouve la solution par soi-même plutôt que quand on l'amène tout fait. Exactement, complètement, Jean-Philippe. Donc, toi, c'est plutôt déjà naturel chez toi. Super. Je me bats contre moi-même parce que j'ai mon côté rouge qui doit aller droit au but. Je te comprends. Du coup, voilà, quoi, il y a des moments, des choses qui sont évidentes pour moi, ne le sont pas pour les autres. Et j'ai appris, j'ai eu un jour dans le cadre d'un projet, j'avais un formateur qui m'a chopé au bout de 2 heures de formation à la pause et qui m'a fait Jean-Philippe, t'es super sympa, t'es super agréable, etc. Mais ferme ta gueule. En fait, tu trouves les solutions beaucoup plus vite que les autres et du coup, tu les frustres. Super. Donc voilà, donc je travaille sur ça aussi. Bon, lui, il devait être rouge aussi, hein, pour être aussi direct. Ah, non, parce qu'en fait, je lui foutais le bazar dans la formation. Donc, okay. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Et effectivement, lorsqu'on a un profil dominant rouge, la patience n'est pas une grande qualité chez nous. Mais effectivement, c'est savoir bien doser en fonction de la situation, en fonction de votre interlocuteur, en fonction de l'objectif aussi. Est-ce que là, l'objectif, c'est permettre à l'autre de grandir, de s'enrichir, d'être satisfait, de s'enrichir, d'avoir cette satisfaction de retrouver ses solutions? Ou est-ce que là, on n'a pas le temps et effectivement, peut-être que là, la situation ne le permet pas, mais qu'à un autre moment, ça permettra, ou peut-être que votre interlocuteur n'a pas la capacité à pouvoir raisonner, et là, je parle par exemple avec un enfant, selon son âge par rapport à cette question-là. Et c'est OK aussi parfois d'être directif et de donner un cadre. Je lis dans le chat. On n'est pas là pour donner une réponse à l'autre, mais lui permettre de prendre du recul et qu'il trouve lui-même la solution qui lui convient. Personnellement, j'ai plutôt tendance à donner mon avis et une idée de quoi faire et peut-être à les imposer. Je comprends mieux avec ma fille ado. Oui, Laure. Je comprends aussi, moi aussi, et surtout à l'adolescence, où c'est effectivement une période où ils ont besoin de s'affirmer et de s'affirmer, quitte à être rebelle de la vie des parents. Donc ça, c'était le deuxième. Troisième attitude, c'est vraiment l'ouverture. L'ouverture, on avait la disponibilité, la curiosité. L'ouverture, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans filtre et sans jugement. Là, il y a du challenge parce que très rapidement, et c'est humain, on va interpréter, on va juger, on va filtrer la relation que l'on a avec l'autre, surtout s'il est différent de nous. Alors là, on va percevoir tout ce qui est différent, ou alors s'il nous ressemble, on va percevoir tous les points en commun que l'on va avoir ensemble. C'est pouvoir rester neutre et bienveillant, quelle que soit la différence que l'on a avec l'autre. Et puis, c'est être capable de faire le deuil pendant un espace-temps, de son point de vue, pour juste aller se mettre dans les baskets de l'autre et comprendre qu'est-ce qui fait qu'il a cette théorie, qu'est-ce qui fait qu'il voit les choses à sa manière, qu'est-ce qui fait qu'il a ce point de vue qui est différent d'une autre, quelles sont ses valeurs à lui peut-être aussi, qu'est-ce qui fait qu'il a ce raisonnement. Et encore une fois, plus on va
plus on va s'ouvrir et avoir cette curiosité avec des personnes qui ont des avis, des points de vue complètement différents des nôtres, plus on va pouvoir s'enrichir aussi. Soit on va venir confirmer notre avis, et c'est OK, soit on va se dire, peut-être qu'on va remettre en question notre avis, se dire, c'est peut-être intéressant, comment je peux enrichir sa façon de penser avec la mienne? Quel peut être finalement ce qui va ressortir de ça? Et donc là, l'outil, qui est un outil encore que tous les coachs connaissent bien, c'est la reformulation. C'est permettre à l'autre de confirmer, d'entendre ce qu'il vient de vous dire et peut-être accentuer. Donc là, on ne va pas interrompre l'autre pour pouvoir lui donner des conseils, pour pouvoir lui donner nos solutions, pour pouvoir lui donner notre point de vue. On peut l'interrompre. Alors, on essaye, et là, c'est là le challenge, et c'est le challenge que l'on a nous aussi en tant que coach, c'est de pouvoir reformuler au moment où l'autre prend un temps de respiration lorsqu'il est en train de vous expliquer quelque chose. C'est ce temps-là sur lequel vous pouvez entrer et reformuler. OK, donc ce que tu me dis, c'est que tu te demandes comment, c'est ça, hein? OK. Tu te sens ainsi, tu te sens peut-être frustré ou tu te sens en colère car il s'est passé ça. OK. Donc, selon toi, et la reformulation, c'est vraiment, alors, on évite de bombarder notre interlocuteur de reformulation, sinon à un moment donné, il va s'en rendre compte et ça peut être désagréable dans l'échange, mais on lui permet de se sentir entendu et compris. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez ce qu'il dit, mais ça veut juste dire que vous l'entendez. Et ça, ce sont des clés qui existent, par exemple, dans les services après-vente. Les centrales d'appel des services après-vente où il y a les réclamations, ils sont formés normalement pour pouvoir justement désamorcer les charges émotionnelles qui les bombardent par exemple, d'insatisfaction d'abord en se mettant à la place de l'autre et en reformulant. Donc, si je comprends bien, là, vous n'êtes pas satisfait parce que l'objet est arrivé cassé. OK. Et donc, vous pouvez m'expliquer. Et donc, voilà, on entend d'abord l'autre. Et à partir du moment où on l'a entendu, on peut aller questionner. On peut aller l'aider à identifier quelle solution il penserait. Donc, OK, donc l'objet est arrivé cassé. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Vous préférez nous renvoyer l'objet et on vous renvoie un objet qui n'est pas cassé? Ou est-ce que vous préférez nous renvoyer l'objet et on vous fait un remboursement? OK? Vous désamorcez. Lorsque vous utilisez la reformulation, vous permettez à l'autre véritablement d'être accueilli tel qu'il est, sans jugement, sans préjugés, et juste vous acceptez qu'ils viennent avec cette énergie, avec cette émotion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accepte l'agressivité. Par contre, on peut accepter la colère. Ce qu'on n'accepte pas, c'est un comportement qui n'est pas respectueux. Par contre, une émotion, elle est forcément respectueuse, c'est une émotion. Et on ne peut pas contrôler nos émotions. On ne peut pas se dire non, je ne serai pas en colère, je ne serai pas en colère. Il arrive quelque chose où on peut être en colère. On a le droit. Là où on doit poser des limites, c'est finalement le comportement que l'on a pour exprimer cette colère. Donc la formulation, là encore une fois, c'est quelque chose, donc c'est 3 outils vraiment que je vous invite à mettre en pratique pour développer votre écoute active et votre empathie sur les jours à venir. C'est 1, la synchronisation. Vous pouvez commencer par une petite gestuelle, un regard, le ton de la voix, ralentir. Moi, j'ai un ton de voix un peu de rouge et de jaune, donc plutôt extraverti. Lorsque je coach des personnes qui sont plutôt introverties, soit des bleus, soit des verts, d'un seul coup, je descends ma voix et je parle comme ça. Je ne suis plus du tout dans la même dynamique. Et j'ai un temps plus long et j'ai davantage d'écoute et de patience parce que je me synchronise avec mon interlocuteur. Donc, synchronisation. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir comment, avec qui et dans quelle situation et par quel mode de synchronisation vous allez pouvoir mettre ça en place. 2, questionnement. On vient vous voir pour une demande, pour vous partager quelque chose, un problème, un conflit, quoi que ce soit, questionnez. Avant de donner quel que soit comme conseil, posez au moins, 3 questions. 3 questions. Il est là le challenge. 3, vous pouvez piocher dans celle-ci si vous le souhaitez. Et dernier petit défi, la reformulation. Avant de questionner, avant de donner des conseils, avant de donner votre point de vue, reformulez au moins une. OK, donc ce que tu me dis, c'est ça. OK, donc là, tu te sens comme ça. OK. L'objectif, c'est que la personne vous dise oui, qu'elle se soit sentie comprise ou entendue. Et si elle vous dit non, OK, donc comment est-ce que tu te sens? Là, vous rentrez dans le questionnement, question ouverte.
Ok, donc comment tu vois les choses? Ok, question ouverte. Est-ce que c'est clair pour vous? Qui est-ce qui accepte le défi? Je veux voir les oui là dans le chat. Super, Laure. C'est clair ou tu acceptes le défi ou les deux? Amélie, oui. Ok, on accepte le défi. Oui pour Laure. Mickaël aussi. Qui accepte le défi? Alors, on accepte. Oui pour Pascal. Oui, Amélie. Challenge accepted aussi. Oui, Fred. Ok, trop facile. Juliette, oui, accepté aussi. Super. Et bien maintenant, le défi est lancé. Et pour clore ce webinaire, je voulais terminer avec le lien entre nos relations et l'estime de soi. Nous ne pouvons pas avoir des relations efficaces, saines, si nous n'avons pas de l'estime de nous-mêmes. Et de la même manière, nous ne pouvons pas avoir de l'estime de nous-mêmes si nous nous mettons dans des relations qui sont toxiques, qui sont nocives, qui sont destructrices. C'est vraiment un travail personnel que de choisir au maximum des situations qui vont favoriser des relations avec la valorisation mutuelle. Et c'est un cercle vertueux. Donc, oui, vous avez assisté à ce webinaire et donc, oui, vous êtes davantage enclin à faire peut-être cet effort, à vous lancer sur ces défis, mais vous verrez aussi assez facilement que lorsque vous montrez l'exemple, bah, vous pouvez aussi, de manière très positive, contaminer les personnes qui sont autour de vous. Faites le test. Ne me croyez pas. Faites le test autour de vous et commencez à donner davantage de feedback positif. Commencez à vous intéresser véritablement aux personnes qui viennent vous solliciter, que ce soit vos enfants, vos conjoints, vos amis, vos collègues de travail, vos équipes. Allez-y vraiment avec cette ouverture, avec cette véritable disponibilité, avec cette curiosité d'aller les questionner, d'utiliser la reformulation. L'estime de soi, c'est un bouquet à la fois d'amour-propre, s'aimer pour ce que l'on est, à la fois de vision de soi, la manière dont on se perçoit, et de confiance en soi. C'est-à-dire que la confiance en notre capacité à réaliser des choses. Lorsque vous permettez à des gens, parce que vous utilisez cette intelligence émotionnelle et relationnelle, vous permettez aux autres de nourrir tout ça aussi, et vous-même, vous travaillez sur cette propre nourriture de vous-même, cet enrichissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est clé, que je vous encourage à faire. Et c'est pour ça, quand je vous lance le défi, c'est sous forme de jeu, mais c'est vraiment sous forme, plus vous allez l'appliquer, plus si c'est pas naturel pour vous, plus vous allez le pratiquer, plus à un moment donné, ça deviendra naturel et spontané. Et vous verrez que vos relations changeront aussi. Que la manière dont les personnes réagiront avec vous sera différente. Ça va les influencer. On parlait de leadership et d'influence lors du premier webinaire du Summer Programme, et c'est réel, c'est-à-dire que nos émotions, nos attitudes, nos comportements ont un impact sur les autres, et ça fait un effet boomerang en général. Voilà pour ce webinaire. Pour terminer et pour vraiment vous lancer, notre vie est faite de choix. Nous avons à tout moment la possibilité de faire différemment. Les questions, c'est comment je choisis de faire différemment, comment je choisis de vivre avec moi-même, comment je choisis de vivre avec les autres et comment je peux changer ces dialogues internes de « je ne peux pas » en « comment puis-je faire pour y arriver ?» de « mais je n'ai pas le temps » en « je décide d'en faire une priorité » ou de « mais il faut, je dois » en « c'est important pour moi ». Donc ça, je vous envoie ces questions un petit peu en... Je vous les propose et je vous laisse du coup repartir avec cette réflexion. Et on va arrêter là, parce qu'il est l'heure. Avec quoi repartez-vous? Qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire avec lequel vous repartez dans votre besace et qui va pouvoir vous servir?
N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à partager dans le chat. Qu'est-ce qui a été important pour vous? Qu'est-ce qui vous a touché? Merci à tous ceux qui doivent repartir. Oui, la synchronisation avec la modulation du ton de voix. Oui, Amélie, complètement. D'ailleurs, la difficulté lorsque on anime un webinaire comme ça et qu'on ne voit pas nos interlocuteurs, c'est extrêmement difficile de pouvoir se synchroniser. Prendre conscience de ses valeurs et les 3 outils. Oui, Clotilde. Et merci pour la caméra ouverte. J'ai moins l'impression de parler à des écrans noirs. Être en conscience de ce qui se passe dans une relation. Oui, Frédéric, tout à fait. De tout ce qui se joue, ce qui se joue chez soi, chez l'autre, le nous. Merci beaucoup aussi, Hervé. Ah, Amélie, ça me fait plaisir aussi. Il y a des femmes chez ces ingénieurs. Merci en tout cas à vous tous. Merci pour ce beau moment passé. Merci pour vos partages, pour vos questions. Ça m'a beaucoup rappelé le livre « La rencontre du philosophe Pépin ». Ah, merci beaucoup Frédéric pour ce conseil, j'irai regarder. Je ne connais pas du tout ce livre. Donc, merci beaucoup. Pépin, il me semble qu'il a parlé sur la confiance en soi, si je ne dis pas de bêtises aussi. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Pour ceux qui vont continuer de suivre le Summer Programme, demain, on se retrouve avec Frédéric Beck qui va animer sur la pensée créative. Et puis, le dernier webinaire aura lieu jeudi sur l'agilité, la flexibilité, la résilience. Je vous souhaite une très, très belle fin de semaine et puis un très bel été pour tous ceux que je ne verrai peut-être pas. Merci beaucoup.